Bien, bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de me faire l'honneur de participer à cette session sur les conférences de prestige et sur un sujet qui me tient à cœur pour ceux qui me connaissent, qui est la réflexion éthique dans un certain nombre de données et en particulier dans la réanimation. Alors, dans la question posée, quels sont les défis éthiques de demain? Bon, c'est pas très facile de répondre à cette question, c'est pas très facile d'anticiper sur tout ce qui peut se passer. Voilà, j'ai sélectionné un certain nombre de sujets sur lesquels on va essayer de se pencher quelques minutes. Le grand âge, ça fait longtemps qu'on en parle, et chaque année on vieillit un peu plus, et je vais dire quelques mots là-dessus. Comme vous le savez, il y a une loi en préparation, ou en tout cas en discussion. Est-ce qu'on va évoluer vers une loi sur l'aide active à mourir? Et puis je trouve que le terme de palliatif, c'est compliqué. Moi, je ne sais plus trop bien ce que ça représente, et je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis, on va revenir à cette pandémie qui a zoomé sur un certain nombre de réflexions éthiques, qui sont des réflexions éthiques d'aujourd'hui, mais qui vont se prolonger demain, et sur lesquelles je voudrais qu'on vienne. Je n'aurai pas le temps de parler des big data et de l'intelligence artificielle, mais je suis persuadé que ça sera aussi une réflexion éthique qui va nous occuper pendant quelques années. Alors, est-ce qu'un jour, on sera trop vieux pour être admis en réanimation? C'est un sujet qui a 30 ans, 40 ans. Avant, c'était pas 65 ans, puis 70 ans, puis 80 ans, puis 90 ans. Et puis, si je prends des courbes, je peux en trouver à tous les étages. C'est-à-dire, ici, c'est une courbe qui montre qu'il y a de plus en plus de gens âgés de 65 ans. Je peux trouver la même avec les plus âgés de 80 ans. Je peux trouver la même sur le nombre de patients de plus de 80 ans hospitalisés en réanimation. C'est pas très original. Juste un petit flash sur ces tranches d'âge pour dire que on peut plus parler de pyramide des âges. On vieillit tous de plus en plus et on vieillit par tranche d'âge. Et donc, notre pyramide des âges, elle ressemble plutôt à un suppositoire qu'à une pyramide. Alors, est-ce qu'on sera un jour trop vieux pour aller en réanimation? Alors peut-être qu'on peut essayer d'affiner notre réflexion sur l'âge et ne plus réfléchir simplement en l'âge brut. C'est ce qu'on essaye de faire depuis un certain nombre d'années, mais on ne le fait jamais pour de vrai. Et que l'espérance de vie, c'est sans doute pas pareil que l'espérance de vie en bonne santé, même si c'est une bonne santé relative. Un progrès qu'on a fait sur la vision de la personne âgée et sur la sélection des personnes âgées qu'il faut admettre dans les services de réanimation, c'est qu'on a associé à l'âge et aux comorbidités un nouvel indice qui est un score de fragilité, et je pense que c'est une avancée importante et que ça compte dans notre réflexion. Et puis quelque chose qui est indissociable pour lire les études sur les sujets âgés en réanimation, ce n'est pas leur survie, ce n'est pas leur survie immédiate, c'est leur devenir et c'est sur l'estimation de leur qualité de vie à distance de la réanimation. Et donc, dans cet éditorial, on avait dit que la réflexion pour l'admission d'un sujet âgé ou d'une personne âgée, cet éditorial, il était en rapport de travaux de Bertrand Guidet, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et donc là-dessus, au score de gravité, qui ne sont pas très bons pour prédire la mortalité à l'échelon individuel, eh bien, on associait la réflexion. Bref, on cherche à sélectionner mieux les personnes âgées qui doivent être admises en réanimation. Il reste un certain nombre de questions à résoudre. J'ai dit que je ne vais pas parler des big data, mais je les glisse quand même un tout petit peu ici. Et merci Jean-Daniel d'avoir abordé la question par différents aspects, notamment les aspects de la génétique. Et je vous dis simplement, ou je vous pose simplement la question, on peut les aborder, les big data, et les utiliser pour affiner le phénotype de nos patients, mais aussi, on peut aussi les utiliser pour retracer la consommation en soins de nos patients avant qu'ils ne viennent en réanimation. Et je vous invite à lire les travaux de l'équipe de Tours qui se sont beaucoup intéressés à ça. Et puis on peut stratifier la consommation ou les besoins en soins avant l'admission en réanimation en fonction de comorbidité. Et peut-être qu'on va affiner le profil du bon patient âgé à venir en réanimation
encore que, est-ce qu'à un moment donné, si on admettait qu'on soit capable d'identifier des populations à un très très haut risque de mortalité proche de 100%, alors qu'ils ne sont pas si mal que ça au moment où on va les admettre, est-ce que ça serait suffisant pour dire « ah ben non, celui-là, la messe est dite et il n'y a pas de raison de l'hospitaliser en réanimation, tout est déjà foutu avant que je commence à agir », et ça, je pense que c'est une réflexion pour demain. Deuxième sujet, comme vous le savez, une loi sur l'aide active à mourir est en discussion en France. Alors, pour comprendre cette discussion ou le besoin éventuel de faire évoluer la loi, j'en reviens un petit peu en arrière et il faut bien comprendre où on en est. Alors, la loi Leonetti de 2005, tout le monde était content. C'est la reconnaissance du laisser-mourir et de l'absence d'obstination déraisonnable. La loi Claes-Leonetti, elle essaie de compléter la loi Leonetti, et donc c'est toujours une loi sur le laisser-mourir, mais j'ai mis un point d'interrogation et on va revenir sur ce point d'interrogation. Et puis si un jour on a une loi sur l'euthanasie, bien sûr on sera dans une loi sur le faire mourir. La loi Leonetti, c'est bizarre parce que normalement une loi, ça fait des contents et des pas contents. Et la loi Claes-Leonetti, ça a fait des contents, mais ça fait deux types de pas contents. Il y a les pas contents qui trouvent que cette loi, elle va pas assez loin, et il y a pas contents parce qu'ils trouvent que cette loi va trop loin et que c'est déjà un pas vers une euthanasie déguisée. Alors pour disséquer ça un peu plus, je reviens, vous reconnaissez ce schéma, et puis je vais pointer du doigt deux choses. Un truc qui existait déjà sur la loi Leonetti et qu'on connaît bien dans nos services de réanimation et qui est un sujet un peu difficile pour nous, c'est l'arrêt de la ventilation artificielle parmi l'arrêt des techniques de suppléance vitale. Et puis la loi Claes-Leonetti, qui a chatouillé un certain nombre de personnes, elle a ajouté dans ses propositions cette possibilité pour un patient de réclamer une sédation profonde et continue jusqu'au décès, et que si le patient n'est pas conscient, comme la plupart du temps chez nos malades de réanimation, c'est l'obligation d'utiliser cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et on a dit, ça c'est déjà un truc qui est du faire mourir, et c'est plus du tout du laisser mourir. Donc est-ce qu'on est encore dans du laisser mourir ? Si on reprend les données de l'étude AREV qu'on avait conduite sur la façon d'arrêter la ventilation artificielle chez nos malades, soit en faisant extubation directe, soit en faisant plutôt diminution progressive des réglages de la ventilation, 21% de FiO2, diminution de la fréquence, etc. Et avant cette étude, on avait envoyé un questionnaire à beaucoup de personnes. Peut-être certains d'entre vous avaient répondu à ce questionnaire. Et puis, dans les questions qu'on avait posées pour préparer notre étude, eh bien, certaines réponses, voilà, il faut les lire. Le sevrage ultime, c'est-à-dire le réglage progressif ou l'arrêt progressif de la ventilation artificielle chez nos malades, était considéré comme une forme d'euthanasie par presque 20% des paramédicaux et 13% des docteurs. L'extubation était considérée comme une forme d'euthanasie par presque 30% des infirmiers ou infirmières et 16% des docteurs. Et l'extubation était considérée comme une pratique illégale, certes pour pas beaucoup de personnes, mais quand même quelques personnes. Et maintenant, si pour compléter cette question qui a été posée il y a maintenant 5 ans, alors qu'on est au cœur du débat, je vous demandais, tiens, au fait, et vous, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit en réanimation ou projetez-vous un petit peu à l'extérieur de la réanimation chez des malades qui sont dans des unités de soins palliatifs ou dans une unité de suppléance d'organes, mais en phase d'accompagnement de fin de vie. Est-ce que pour vous, je ne vais pas vous faire lever la main, en tout cas pas à cette question, vous pensez que c'est une forme d'euthanasie, mais réfléchissez-y. Est-ce que, quand vous prescrivez ou quand vous êtes amené à pratiquer une sédation profonde et continue dans le cadre d'accompagnement de la fin de vie, est-ce que quelque part votre intentionnalité, c'est d'accélérer la survenue du décès ? Et puis, est-ce que vous considérez que l'accélération de la survenue du décès, c'est inévitable ? Éventuellement, j'aurais dû faire une question un peu à part. Vous êtes mal à l'aise avec cette prescription ou cette façon de faire ?
Alors, le sujet n'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on se pose ce genre de questions, et je vous recommande cette référence de 2014 qui met très très bien en évidence les réflexions et puis l'analyse éthique de ces pratiques, et puis cette notion et cette crainte d'accélération du processus de décès. Et d'ailleurs, sur ces études un peu anciennes que j'ai citées, si on demande à des docteurs réanimateurs quand ils pratiquent la sédation profonde, parfois d'ailleurs appelée dans la littérature anglo-saxonne sédation terminale, eh bien, une proportion non négligeable pense et à la limite souhaitent que ce soit une façon d'accélérer le décès de leurs patients de façon partiellement délibérée ou totalement délibérée. Dans une autre étude, la grande majorité est persuadée que ça accélère le processus de décès, et puis beaucoup moins pensent que sûrement il n'y a pas de différence. Il y a très très peu d'études qui étudient ce phénomène. Il y en a une que je n'ai pas citée dans le topo, mais qui montre qu'il n'y a pas de relation entre la dose utilisée en réanimation de benzodiazépine et de morphinique et le délai de survenue du décès. Alors d'un point de vue pharmacologique, c'est évident que ces produits sont susceptibles de diminuer l'activité des centres respiratoires, mais dans les conditions d'utilisation en pratique, il n'y a pas de données qui le démontrent. Et puis dans l'étude sur les arrêts de ventilation, et ça c'est la partie post-hoc de cette étude où on s'est intéressé à savoir finalement c'est quoi cette histoire de sédation, et puis comment c'était pratiqué, et puis quelles sont les relations entre la survenue du décès et l'utilisation de cette sédation. Et puis aussi dans cette étude, on s'était intéressé à savoir si quand on arrête la ventilation d'une façon ou d'une autre, les patients sont plutôt confortables, ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, ou encore inconfortables. Et un résultat majeur de cette étude, ça montre qu'un malade sur deux, au moment où on arrête la ventilation, est considéré comme inconfortable sur des scores d'inconfort qu'on avait utilisés dans cette étude. Et bien dans cette étude, ceux qui mettent le plus de temps à décéder, c'est ceux qui sont inconfortables par rapport à ceux qui sont confortables. Et par contre, il n'y a pas de différence sur les doses de sédatifs utilisées. Et si je regarde l'utilisation de bolus, il n'y a pas non plus de différence sur l'utilisation des bolus. Donc est-ce que finalement on est toujours dans ces situations d'arrêt de ventilation et de sédation sur du laisser mourir ou sur de l'aider à mourir? Je pense qu'à ce stade-là de notre législation et de notre conscience, l'important c'est d'être conscient de notre intentionnalité, qui est un mot-clé en éthique. Notre intentionnalité n'est pas le faire mourir, notre intentionnalité doit être le confort, et vous avez vu qu'on a des progrès à faire, l'absence de souffrance, même si de temps en temps, il ne faut pas le nier, le prix à payer est l'accélération du décès. En quelque sorte, ce que je souhaite, c'est aider à ce que mon malade meure confortable, aider à bien mourir. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a compris, il est nécessaire d'aller plus loin et d'avoir une loi sur l'aide active à mourir? Alors, on a besoin de cette loi si on considère qu'il y a encore, comme on dit, des trous dans la raquette. Donc, pensez-vous qu'en réanimation, il y a des situations où vous dites, voilà, l'application de la loi Claes-Leonetti, l'utilisation de la sédation profonde et continue, mon malade il est confortable, mais il ne meurt pas, qu'est-ce que je fais? Et puis, si on sort un petit peu de la réanimation et qu'on va aux frontières de la réanimation, on va y aller tout de suite. Est-ce qu'il y a des situations particulièrement marquantes pour lesquelles on a besoin de réfléchir, en tout cas? Et puis, les réanimateurs ont quand même été précurseurs dans la réflexion sur la fin de vie. Et donc, et puis, on est confronté à la mort. Donc, on est peut-être des citoyens entre guillemets privilégiés qui devons réfléchir et nous positionner peut-être sur ce texte de loi autant que le font les gens qui travaillent dans les unités de soins palliatifs. Je vous ai dit qu'on irait aux frontières de la réanimation. L'exemple caricatural, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Et un certain nombre de situations, les malades atteints de cette maladie, au moment où ils ne peuvent plus du tout déglutir et où
il faudrait mettre en place éventuellement une alimentation entérale par sonde gastrique, eh bien, un certain nombre de patients se sont fixés leur propre curseur à ce stade et dire « Non, moi, à ce stade, je ne veux pas de nutrition artificielle. Aidez-moi à mourir ». C'est la façon dont ils l'expriment, c'est-à-dire appliquez la loi. Donnez-moi cette sédation profonde et continue jusqu'à mon décès, même si ça dure un moment. Moi, je veux qu'on supprime ma conscience et je ne veux pas me voir mourir dans ces conditions horribles. Alors, si on regarde les critères de la loi et qu'on regarde est-ce que cette pratique elle est conforme à la loi, la demande du patient, oui, bien sûr. L'affection grave et incurable, oui, bien sûr. La souffrance réfractaire au traitement, oui, bien sûr. Mais le pronostic vital engagé à court terme, c'est marqué dans la loi, mais on ne sait pas ce que c'est que le court terme. Alors pour quelqu'un qui a une sclérose latérale amyotrophique, il dit, voilà, si c'est court terme, si c'est quelques semaines, c'est quand même du court terme. Et il y a certaines personnes des soins palliatifs qui disent, non, mais il n'est pas en train de mourir, et ce malade, il est bien, et je ne peux pas appliquer, ou je ne veux pas appliquer cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et donc c'est sur cet exemple-là qui me sert à alimenter et à vous montrer que la réflexion existe et qu'il faut réfléchir à cette situation, et à un moment donné, il faudra se positionner, il faudra que notre société se positionne. À l'inverse, ceux qui sont hésitants disent « attention, c'est la porte ouverte à des décisions hâtives, à une mauvaise interprétation de la demande qui peut être simplement « je souffre, aidez-moi à ne pas souffrir, mais je n'ai pas besoin d'être tout de suite mis sous sédation profonde et continue, et attention que ce ne soit pas une dépression masquée qui se cache derrière cette demande. Et ça, c'est tout à fait justifié. Mais après, il ne faut pas non plus s'acharner à vouloir démontrer que le malade a tort. Et donc, du coup, on a préparé un questionnaire que je ne vais pas vous délivrer aujourd'hui, mais j'espère bien qu'on aura tous les éléments qui permettront que ce questionnaire soit diffusé à l'ensemble de la profession médicale et paramédicale d'ici quelques semaines. Un questionnaire qui dure une dizaine de minutes et qui fait appel à certaines situations. Mais la question principale et la question initiale, c'est à ce stade-là de la réflexion, est-ce que vous, personnellement, vous êtes favorable à une loi qui rendrait légal le droit d'une aide à mourir, que ce soit du suicide assisté ou de l'euthanasie, selon les modèles qui existent, soit en Suisse, soit en Belgique. Et réfléchissez bien, quelle est votre réponse aujourd'hui? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Et vous aurez encore le droit, bien sûr, de dire « je ne sais pas, je n'ai pas encore assez d'éléments ». Le troisième sujet que je voulais aborder est le sujet, comme je l'ai dit, palliatif. Du coup, si on considère une maladie chronique, qu'elle soit cancéreuse, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, de la maladie neurodégénérative, en haut de cette courbe, c'est la qualité de vie. En bas, c'est l'intensité des traitements. Et vous voyez qu'au début de la maladie, le malade va pas trop bien, et puis il peut avoir, avec les traitements, il va remonter la pente et retrouver une espérance de vie, une qualité de vie tout à fait satisfaisante. Et puis petit à petit, la maladie reprend le dessus avec des bas, des décompensations, jusqu'au moment où que la maladie devienne très présente avec l'inefficacité des traitements curatifs et avec une qualité de vie qui commence à se détériorer. Et puis, dans la dernière phase de ces maladies, on est dans la phase d'accompagnement de la fin de vie. Pour ces trois phases, je peux avoir besoin de soins palliatifs. J'ai parfois besoin de soins palliatifs dès la phase précoce de ma maladie pour améliorer ma nutrition, mon état physique, la psychologie, l'esthéticienne, que sais-je. Et puis dans la deuxième partie de ma maladie, j'approche de ma fin de vie. Mais j'ai encore une qualité de vie que je peux qualifier, moi, d'acceptable. Et puis dans la dernière partie, je suis vraiment rentré dans ma fin de vie. Et donc là, on utilise toujours le même terme, soins palliatifs. Et donc, je suis très fier, j'ai inventé un mot. Alors, tout le monde peut inventer un mot, mais là, j'ai un mot, je l'ai publié. Donc, après, maintenant, il faut voir si
dans la réflexion éthique de demain, vous trouvez que c'est utile et vous l'appropriez, et faire de la pub sur ce mot, dire aux gens des soins palliatifs qu'il faut qu'ils évoluent. Et il y a beaucoup de biblios pour dire on n'a pas les bons mots, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution qui soit posée. Donc, on reprend nos 3 phases que je viens de décrire, et donc en phase précoce, les soins palliatifs sont curatifs. Mon objectif, c'est de restaurer la qualité de vie, l'espérance de vie est bonne, et ce malade-là, si on me le propose en réanimation, je le prends, et il a les traitements maxi. Le deuxième, le malade, il approche de sa fin de vie, mais il n'y est pas encore. Et donc, on propose d'utiliser le terme mélioratif. Celui-là, il existe dans le dictionnaire. Ça veut dire c'est des soins qui vont chercher à améliorer la qualité de vie pour que le patient, en fonction de ses souhaits, il puisse être plus confortable, mieux nourri, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ce malade, si on me le propose en réanimation, je dirais peut-être non, ou si je le prends en réanimation, je dirais oui, mais j'irai pas trop loin. Pas d'intubation, pas de technique trop invasive, et puis je saurais m'arrêter s'il n'y a pas de réponse au traitement initial. Dans le dernier stade, voilà le nouveau mot, palliatif pour garder la consonance palliative. Celui-là, il est entré dans sa fin de vie. Il faut l'accompagner dans sa fin de vie. Et celui-là, on ne le prendra pas en réanimation. Ou s'il est déjà en réanimation, sa prise en charge palliative ou palliative, c'est l'accompagnement dans les meilleures conditions possibles de sa fin de vie. Le 4e sujet est bien sûr la pandémie. Et donc, on l'a vu, demain, c'est déjà aujourd'hui. Ça veut dire que, comme sur bien des aspects, cette pandémie a projeté un coup de projecteur, un zoom sous un tas de réflexions, et l'éthique a été bousculée, comme je marque dans cette introduction à ce propos. L'arrivée massive d'un fluide interrompu de patients graves que vous avez connu aboutit rapidement à une saturation de notre système de santé, à bousculer de façon majeure nos stratégies de décision d'admission en réanimation, nos certitudes éthiques, nos valeurs morales, et à acutiser nos dilemmes éthiques. L'éthique bousculée, comment faire de façon éthique cette sélection des patients alors que je n'ai pas de place ? Est-ce que le fait de créer des néo-réanimations plus ou moins sous-équipées en matériel ou en personnel qualifié, est-ce que c'est un bon choix éthique? Est-ce que je suis content de ça? Est-ce que c'est une justification éthique? Est-ce que, comme ça a été proposé, c'est bien de demander à ce que des équipes de sélection des patients fassent notre boulot à notre place? Est-ce que, finalement, dans ces situations, il faut accélérer notre façon de faire sur laquelle on a tant réfléchi depuis tant d'années sur comment prendre une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique? Et puis, là aussi, on a travaillé depuis des années et des années. Et d'un seul coup, plus de visites, plus personne pour l'accompagnement de la fin de vie de nos patients. Et le résultat des courses, c'est un certain nombre de retentissements sur la souffrance des équipes médicales et paramédicales, bien entendu. Alors, assez souvent dans la biblio de ces époques, rythmée au fur et à mesure des vagues, mais surtout très agressive par les mots au cours de la première vague, on a utilisé des justifications éthiques que j'appellerais utilitaristes. Et si, avant de rentrer dans ces détails, on regarde quels ont été les moteurs éthiques pour justifier des choix, bien voilà ce qu'on a lu. On ne va prendre en réa que les malades les plus graves. À l'inverse, on écrivait aussi, on va prendre ceux qui ont le plus de chances de survivre, c'est-à-dire pas de comorbidité, et les plus jeunes. On va prendre ceux qui ont l'espérance de vie la plus longue après guérison. On va prendre ceux qui ont franchi le moins d'étapes dans leur vie. Donc là encore, les jeunes. On va prendre en priorité ceux qui ont une utilité sociale particulière, notamment les soignants, comme s'ils pouvaient être réinjectés dans le système assez vite après avoir attrapé le Covid. Ou bien plus simplement, on va prendre ceux qui sont arrivés les premiers, et pourquoi pas tirer au sort. Et donc,
Les dangers de cette éthique utilitariste, de la place à tout prix, eh ben ça existe, il faut bien trouver des solutions, mais il ne faut pas qu'on ait une justification éthique trop forte, c'est-à-dire il ne faut pas nous faire gober ou nous faire transformer des critères subjectifs qui sont présentés comme des critères objectifs, je vais revenir là-dessus. Il ne faut pas nous présenter les néo-réa comme étant des situations idéales. Il ne faut pas que cette rigueur extérieure spécialisée sous prétexte de décharger nos consciences fasse notre boulot d'une façon peut-être un peu incertaine. Et il ne faut pas que les décisions précoces de limitation à arrêt thérapeutique aient pour seul objectif, même si on peut le comprendre, celui de sauver plus. Mais à quel prix ? Si on se réfère, et je ne vais pas faire de topo sur une éthique un peu fondamentale, mais les 4 piliers de l'éthique et les titres de ces piliers de l'éthique parlent d'eux-mêmes, la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie ou la justice distributive, ils en ont tous pris un coup. Quand je disais qu'on a transformé des critères subjectifs en critères objectifs, qu'est-ce que je veux dire par là ? On a dit, ben voilà, c'est facile, pour vous aider à trier les patients, on va prendre 3 critères. On va prendre le score de défaillance de fonction vitale, on va estimer la probabilité de décéder à 1 an ou à 5 ans, ou avant prendre à l'âge. Alors après, les scores de gravité, c'est très bien, ils ont une grande pertinence sur des moyennes de population, mais à l'échelon individuel, on se gourre beaucoup, et on ne peut pas utiliser ces scores à l'échelon individuel. La probabilité de décéder, si on demande à un docteur qui travaille en réanimation, est-ce que votre malade sera mort demain ? 10% des réanimateurs se trompent. Si on vous demande est-ce qu'il sera mort la semaine prochaine, 20 à 30% des réanimateurs se trompent. Alors vous imaginez le pronostic de ces malades à 1 an ou à 5 ans, on est bien incapable de faire ça. L'âge, alors c'est vrai que dans les papiers, ceux qui ont été admis au cours de la première vague avec un âge supérieur à 75 ans, même sans comorbidité, ceux-là avaient une surmortalité très élevée. Mais certains, en Italie, aux États-Unis, ont mis le curseur de l'admission en réanimation à 65 ans. J'ai dit dans la première diapo que je n'avais pas de conflit d'intérêt. Là, j'en ai un peu quand même. Alors, comment faire ? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a le choix entre une mauvaise solution et une mauvaise solution. Et donc, il faut être bien conscient que notre justification, elle n'est pas éthique. Elle est pragmatique et elle est faite de l'analyse éthique de la situation. On revendique notre raisonnement éthique, mais on ne le justifie pas par c'est pas l'éthique qui va soulager notre conscience. Donc bien sûr, on est obligé de trier de façon accélérée en situation de surtension. Bien sûr, il faut essayer de faire de la place à tout prix et voir et activer nos créneaux de sortie des patients. Sans doute, il faut bien réfléchir à la façon de faire nos décisions de limitation ou d'arrêt thérapeutique, mais sans changer trop nos pratiques. La création des néo-réanimations, heureusement qu'on a été capable de le faire, mais il faut accepter le fait, et ce n'est pas une honte, on ne pouvait pas faire autrement que dans ces situations, la mortalité était supérieure que celle d'un service de réanimation bien organisé, mieux équipé, avec plus de personnel formé à ça. De même que le transfert de ces patients fragiles par avion ou par TGV, c'est plutôt un transfert qu'on ne ferait pas dans une situation où on est en dehors de cette épidémie. Et d'ailleurs, certains se sont aggravés, voire ont décédé ou sont décédés pendant le transfert. Alors, quels peuvent être nos garde-fous éthiques face à de telles situations ? Eh bien, c'est pas la guerre, même si le président Macron avait utilisé ce terme. C'est une autre situation, c'est une situation médicale et on prend en charge des patients. Et donc, on veut bien réfléchir à une stratégie, une réflexion, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est pas une stratégie qui est strictement militaire. Il faut privilégier une pratique éthique intégrée et on a l'expérience, l'expertise de la façon dont on décide des limitations ou des arrêts thérapeutiques ou dont on décide de l'admission ou de la non-admission d'un patient. Sauf que la temporalité est réduite et il faut s'adapter à une temporalité particulièrement réduite.
même si le curseur peut être consciemment ou non modifié par la limitation drastique des manques de place. Et d'ailleurs, ça, on le sait bien depuis longtemps. Quand on n'a qu'une seule place disponible en réa, on ne raisonne pas pareil, même en dehors d'une condition épidémique, que quand on a 3 places ou 4 places de disponibles. Le médecin en charge de la sélection, je pense que ça doit être un réanimateur de terrain expérimenté. Et puis rajouter une problématique éthique, c'était le sens de ma question auprès du directeur en début, mais je pense que le fait de rechigner à augmenter la densité de personnel, même s'il y a un facteur surajouté qui serait que, bon ok, il n'y a plus maintenant de personnel, il y en a trop qui sont partis, mais dans l'état d'esprit, il faut favoriser une densité de personnel. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit de façon technique, je le redis aussi de façon éthique, et je trouve que la responsabilité de nos tutelles pose un problème éthique de prise en charge de cette pandémie sur ce point spécifique. Après, il y a d'autres points où ils ont fait très bien. Et puis, comme on dit toujours en éthique, ce qui est important, ou le plus important, c'est de garder notre conscience en éveil. Merci à tous. On a le temps pour une ou deux questions pour René Robert. Allez, on a une question. Vous n'avez pas parlé du Maastricht 3, à ma connaissance. Comment vous conciliez la technique du Maastricht 3 avec la question de l'intentionnalité du traitement sédatif en fin de vie ? Ok, c'est une bonne question. C'est une question qui est d'actualité. Je ne l'ai pas mis dans les questions de demain parce que je trouve que c'est une question d'aujourd'hui, mais j'aurais pu aussi l'intégrer dans le parcours des soins et dans la réflexion qui commence aujourd'hui et qui se prolonge demain. Je suis en train d'écrire un éditorial sur ce sujet et sur quel garde-fou pour le Maastricht 3. J'espère que je vais pouvoir soumettre ça très prochainement. Jusqu'à présent, il est recommandé de façon très importante que la pratique de la sédation d'un malade en Maastricht 3 est la même que celle qui s'opère pour un malade qui est hors situation. Et le garde-fou, c'est que de temps en temps, le Maastricht 3 ne fonctionne pas bien. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que c'est une question importante. Je suis d'accord avec vous. Merci René. Merci René. Il me reste à vous. Je crois qu'on a. Allez, dernière question. Je prends mon train, donc c'est vraiment la dernière. La dernière fois que j'ai couru derrière un train, j'ai fait un infarctus, donc ne me faites pas le coup une deuxième fois. Je ne sais pas si vous allez être content de ma question, mais vous avez parlé d'éthique. En éthique, on est toujours content des questions. Ça, il n'y a pas d'état d'âme. Vous avez parlé d'éthique sans parler de l'aspect recherche, et M. Chiche a parlé de recherche sans parler une seconde d'éthique. Est-ce que vous étiez entendu là-dessus ? Pas du tout. Il n'y a pas de complicité, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. L'éthique en recherche, absolument. On peut faire une session entière là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Il y a une éthique à défendre. Il y a un certain nombre de problèmes d'éthique. On peut les énumérer. Enfin, voilà, les liens d'intérêt, mais il n'y a pas que cela, etc., etc. Bien sûr, c'est un autre sujet. J'ai mis des petits points sur ma diapositive de départ. Merci de le pointer du doigt. Pour être totalement factuel, j'en avais parlé une seconde exactement. Il me reste à vous remercier toutes et tous et à clore ces AER. Merci pour votre participation, merci aux organisateurs et à l'an prochain. Et si vous voulez déjà vous préparer, je ne sais pas si vous avez vu, c'est 17 et 18 novembre 2022. Franchement, soyez là, ça va être super.